Abordons à présent la seconde partie de ce MOOC, qui concerne la dosimétrie du patient. Nous allons tout d'abord nous intéresser aux doses délivrées ainsi qu'à leurs unités, puis au cadre réglementaire concernant les indicateurs dosimétriques qui doivent être indiqués sur les comptes rendus opératoires. Commençons tout d'abord par quelques généralités sur les doses délivrées aux patients. La dose utilisée lorsque l'on parle d'un patient se nomme la dose absorbée. Elle correspond à l'énergie qui est transférée au patient quand les rayons X le traversent. L'unité de cette dose est le gray, avec des sous-unités comme le milligray, le centigray ou le microgray par exemple. Si votre amplificateur de brillance est équipé d'une chambre à ionisation, alors celui-ci vous indique le PDS à la fin de l'intervention. Il s'agit du produit dose-surface, c'est-à-dire la multiplication de la dose par la surface d'exposition. Donc, si vous augmentez la dose absorbée, alors le PDS augmente, de la même manière que si vous augmentez le champ d'exploration. Il existe également un autre indicateur dosimétrique qui est très intéressant, le kerma dans l'air ou AK. Il s'agit cette fois de la dose absorbée au niveau d'un point de référence. Contrairement au PDS, qui lui ne prend pas en compte la distance entre le foyer et la cuve, le kerma dans l'air est calculé en prenant en compte la loi de l'inverse carré de la distance. Le point de référence où est mesuré le kerma dans l'air correspond à l'isocentre, c'est-à-dire le milieu entre le tube et la cuve, plus 15 cm vers le tube. Ce point est très utile pour estimer la dose à la peau du patient. Car si l'on prend l'hypothèse que le patient est une sphère, avec un rayon de 15 cm, alors le point de référence correspond à l'endroit de la peau qui est le plus exposé, car le plus proche du tube. Ce kerma dans l'air est disponible sur plusieurs modèles d'amplificateurs de brillance, comme les Arcadis Varic et Aventic de chez Siemens par exemple. Un autre indicateur dosimétrique essentiel est le temps de scopie. Ce temps correspond à la durée pendant laquelle les rayons X ont été émis. Il prend bien sûr compte du temps réel d'émission des rayons, et pas seulement le temps durant lequel on appuie sur la pédale de scopie. Si l'on travaille en scopie continue, alors l'émission correspond bien au temps où l'on a appuyé sur la pédale de scopie. Par contre, si l'on travaille en scopie pulsée, alors le temps de scopie ne prendra en compte que le temps des pulses, ce qui permet de réduire la durée d'émission des rayons X. Le nombre d'images est également un indicateur important. Il correspond au nombre de fois où l'on a réalisé de la graphie, qui, je vous le rappelle, est très dosante par rapport à la scopie. Ce nombre d'images peut être appelé nombre d'expositions sur un rapport dosimétrique fourni par l'amplificateur. Sur beaucoup d'amplificateurs de brillance, un rapport dosimétrique complet est disponible en fin d'intervention, ce qui permet de garder une traçabilité dans le dossier papier du patient. Les informations fournies dans ce compte-rendu dépendent du constructeur, mais en général, le temps de scopie, le PDS et le nombre d'images graphies sont disponibles. Notons que sur les amplificateurs Siemens, si l'on a choisi d'afficher le kerma dans l'air sur les moniteurs pendant l'intervention, le PDS reste toutefois inscrit dans le rapport dosimétrique en plus du kerma dans l'air. Maintenant que nous savons tous à quoi correspondent les indicateurs dosimétriques fournis par l'appareil, voyons ceux qui doivent obligatoirement figurer sur les comptes rendus opératoires. Depuis l'arrêté du 22 septembre 2006, le Code de la santé publique impose une traçabilité des doses délivrées aux patients, afin notamment de pouvoir en faire le cumul et de prédire les effets potentiels dus aux rayons X. L'indicateur obligatoire depuis 2006 est le PDS. Pour tous les examens qui concernent la tête, le cou ou le tronc, le PDS doit donc être dicté sur le compte-rendu opératoire. Et le fait d'imprimer le rapport dosimétrique fourni par l'appareil dans le dossier papier du patient ne suffit pas.
De plus, d'autres indicateurs ne sont pas réglementairement parlant obligatoires, mais très recommandés, notamment par l'ASN, l'Autorité de sûreté nucléaire, depuis 2009. Ce sont le kerma dans l'air et le temps de Scopie. Toutefois, tous les amplificateurs de brillance ne sont pas équipés d'une chambre à ionisation et donc ne peuvent pas tous fournir le PDS ou le kerma dans l'air. C'est pourquoi, pour ces appareils souvent anciens, il est obligatoire d'indiquer, pour les enfants de moins de 16 ans, les femmes en âge de procréer lorsque la région explorée concerne la région pelvienne et les femmes enceintes lorsque la région explorée concerne la région abdominopelvienne, les indicateurs suivants. La tension, c'est-à-dire le kilovoltage du tube, et d'autres paramètres parmi les suivants. Les milliampères, la durée de scopie, la distance foyer-peau du patient, le nombre de clichés. Tout cela ayant bien sûr pour but de permettre de reconstituer la dose délivrée au patient a posteriori.